La ville intelligente, nous, c'est un concept qu'on trouve pertinent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il traite des deux facettes de la ville intelligente. Première facette, c'est la ville intelligente, puissance de calcul, et c'est la ville très technologique, et qui dit il y a des réseaux dans la ville, il y a des process, et ils peuvent être optimisés avec la technologie. Donc c'est la ville intelligente, puissance de calcul, et la ville intelligente informatique. Et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de discours d'industriels. Donc ça, c'est une des facettes de la ville intelligente sur laquelle on agit. Mais ce n'est pas la facette qui nous semble la plus intéressante et la plus disruptive. L'autre, c'est toujours la ville intelligente, mais avec une autre forme d'intelligence, qui est plus relationnelle, et qui est peut-être moins technologique, et qui est peut-être plus numérique qu'informatique, et qui va dire il y a des process qui fonctionnent, on peut toujours les optimiser, mais peut-être il faut réfléchir à côté du process, ou peut-être que le process n'est pas le bon et qu'il faut en changer. Et je prends un exemple sur le sujet des transports. On peut dire les problèmes de la ville principalement dans les transports, c'est la congestion urbaine le matin et le soir. On peut dire on met plein de technologies pour faire rouler plus vite les transports en commun, pour que les gens aient des meilleures applications smartphone et puissent passer plus rapidement les contrôles de billets ou payer leurs billets en avance. Bon, ça fait toujours qu'il y a des gens qui se déplacent et qui vont être dans les transports en commun, même si ceux-là vont plus vite. Donc ça, c'est la réponse technologique, c'est la Smart City technologique. Et la Smart City disruptive qu'on essaye de pousser aussi, elle dit les gens ils se déplacent le matin et le soir pour aller travailler. Donc on pourrait les faire travailler près de chez eux. C'est moins technologique, mais on a besoin du numérique quand même. Et on désengorgerait aussi les transports. Donc c'est ces deux facettes-là qui sont intéressantes. On intervient de deux manières auprès des acteurs publics locaux. Donc on intervient en accompagnement et ingénierie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, on fait un peu de conseil, même si ce n'est pas une activité, parce qu'il y a des cabinets de conseil qui font ça, mais on peut cofinancer des études stratégiques avec des collectivités. Par exemple, là, on accompagne Marseille sur sa stratégie Smart City, on a accompagné le Grand Paris sur sa stratégie numérique pour qu'il soit au niveau des autres grandes métropoles. Donc ça, on accompagne les grandes collectivités sur des sujets nouveaux, sur des sujets complexes, et on met modestement notre expertise à disposition des collectivités. Donc ça, c'est une chose qu'on fait en partenariat avec les collectivités, en accompagnement. Et l'autre bras qu'on a pour agir, et c'est principalement celui-ci qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est l'investissement. Parce qu'on est avant tout investisseur d'intérêt général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye de viser des projets et d'investissements qui vont transformer et permettre au territoire d'aller vers la transition numérique, la transition démographique, la transition territoriale, la transition énergétique et écologique. Mais on est aussi investisseur avisé, c'est-à-dire que quand on met de l'argent dans un projet, c'est en tant qu'investisseur avisé, investisseur du marché qui va espérer que le projet va être rentable. Donc on rentre en tant qu'actionnaire dans un projet. Donc là où on crée des sociétés avec des partenaires industriels, et ou des collectivités autour de table, où on investit dans des sociétés déjà créées. Donc pour prendre quelques exemples, aujourd'hui on est en train d'essayer de monter une société sur le péage positif. Et le péage positif, c'est quoi? C'est de dire, ça existe à Amsterdam et à Rotterdam, c'est de dire plutôt que de demander aux gens de payer très cher pour rentrer dans la ville en voiture, comme Londres l'a fait par exemple, ce qu'ils ont fait à Rotterdam et Amsterdam, c'est qu'ils ont mis en place un péage positif où en fait on paye les gens pour qu'ils ne prennent pas leur voiture aux heures de pointe. Donc on essaye de mettre en place cette société qui va commencer une expérimentation à Lille et qui demain va vendre un service aux villes d'exploitation de l'ensemble de ce dispositif. Et pour répondre aussi aux questions, comment on travaille avec les acteurs privés, on est co-investisseur minoritaire. Donc quand on monte un projet d'entreprise ou qu'on investit dans une entreprise, on va avoir le levier du financement privé, puisqu'on va apporter de manière minoritaire les besoins de financement. Donc on a toujours autour de table des partenaires industriels privés, petits, grands. Dernièrement, on a monté un projet avec un exploitant de coworking, donc ce n'est pas des très gros acteurs. Ce n'est pas de la ultra haute technologie, mais c'est des solutions ensuite qui transforment quand même la société et les territoires.
Il y a deux besoins. Nous, on a une filiale qui s'appelle la BPI, une filiale Caisse des dépôts avec l'État, et qui va s'occuper d'investir dans les startups innovantes et dans plein d'autres sujets. Donc eux, ils vont remplir ce rôle que vous décrivez et qui existe ailleurs aux États-Unis. Et puis il y a d'autres investisseurs en France, mais la BPI, ça va être notre filiale qui va servir à ça. Nous, en tant qu'établissement public, on va investir dans les projets où il y a une carence du marché et les projets où il y a un lien avec les collectivités. Et ça motive moins les investisseurs classiques, mais il faut que ça soit rentable. Alors, si je vous dis qu'il faut qu'il y ait une carence, il faut que ça soit rentable, des gens nous disent bah, c'est un peu antinomique, parce que si c'est une carence, ou si c'est rentable, pourquoi il y a une carence? Je prends l'exemple des infrastructures télécom. Aujourd'hui, on a une trentaine de sociétés de projets dans lesquelles on est actionnaire. La fibre optique, ça existe à Paris, ça existe dans les grandes métropoles. La DSL aussi, ça existait avant dans les grandes villes. Par contre, il y a plein d'endroits en France qui sont pas couverts, qui n'étaient pas couverts par la DSL et aujourd'hui qui ne sont pas couverts par la fibre optique. Pourquoi? Parce que les grands opérateurs télécoms, ils vont dans les zones les plus denses. Donc il y a une carence territoriale. Et donc qu'est-ce qu'on a fait depuis le début des années 2000? On crée des sociétés de projets avec un industriel, avec une collectivité, pour dire sur ce territoire, il y a une carence, parce que sur certaines parties du territoire, dans les zones non denses, il y a des gens, mais ça n'intéresse pas assez Orange, donc il ne fait pas les travaux d'investissement pour aller installer la fibre optique. Donc nous, on crée des sociétés de projet, donc on est investisseur, on rentre au capital de cette société, et cette société, elle va aller prendre à sa charge l'investissement, donc elle va creuser les tranchées, elle va installer la fibre optique, et ensuite, elle va louer des prises aux opérateurs télécoms classiques. Donc on est dans la réponse à ce que j'expliquais au début. On va investir en tant qu'actionnaire avisé et puis on va répondre à une carence du marché. Évidemment, idéalement, ce sur quoi on aime bien investir, c'est des choses qui sont réplicables. Là, sur les objets dont je vous ai parlé, sur les infrastructures télécoms, évidemment, quand on fait un réseau d'initiatives publiques, parce que c'est le nom de ces réseaux-là, sur un territoire, on a la capacité ensuite, avec des acteurs industriels qu'on connaît bien et des modèles qu'on connaît bien, à le répliquer sur d'autres territoires. Aujourd'hui, je vous dis, on est actionnaire dans une trentaine de ces réseaux-là. Donc, où c'est réplicable, et un autre sujet qu'on regarde actuellement, c'est la même chose sur les objets connectés. Il y a des collectivités qui commencent à se dire moi, j'ai plein d'objets connectés sur mon territoire, plein d'industriels qui gèrent ces objets connectés pour mon compte. Est-ce que je ne reprendrai pas la main sur l'ensemble du dispositif? Donc, les objets connectés, le réseau de communication des objets connectés, la plateforme des objets connectés, et créer une société de projet. Donc voilà, ça c'est un modèle qu'on travaille avec plusieurs collectivités, et puis on espère qu'il va être réplicable. Donc, où c'est un sujet qui a un lien avec le territoire, un lien physique, donc infrastructure très haut débit ou capteur, et à ce moment-là, c'est une approche territoriale qu'on réplique à différents endroits du territoire, ou c'est vraiment investir dans un opérateur national, parce qu'on sait évidemment que dans le numérique, si j'ai une solution pertinente qui marche sur un territoire de services numériques, il n'y a pas de raison à ce qu'elle ne marche pas à côté, ou en tout cas, je ne peux pas me fermer ce marché et dire je vends juste sur un territoire. Et puis j'ai des concurrents qui viennent de partout, du territoire, voire évidemment au-delà. Donc c'est un peu ces deux axes sur lesquels on peut investir.